Jim Sullivan, surnommé Sully par ses proches, était un musicien de rock'n'roll imaginatif, artistique et créatif. Son lyrisme surréaliste et exploratoire et son amour sous-jacent pour l'essence de la musique folk américaine ont été interrompus par une disparition inexpliquée et introuvable en mars 1975, laissant tous ceux qui le connaissaient et les futurs fans de son travail à la recherche de réponses. Dans l'espoir de fournir un raisonnement plus substantiel basé sur des preuves observables et une analyse situationnelle. Ceci est un examen de la disparition de Jim Sullivan et du mystère du motel La Mesa dans les déserts du Nouveau-Mexique. Voici Détective des affaires non résolues. Jim Sullivan est né le 13 août 1940 dans le quartier de Linda Vista, près de San Diego, en Californie. Ses parents, deux agriculteurs irlando-américains qui ont quitté le Nebraska après le pic de la Dust Bowl à la fin des années 30, ont déménagé en Californie du Sud pour travailler dans l'industrie de la défense. Jim a une fois écrit sur sa jeunesse dans les notes linéaires de son premier longue durée, disant qu'il a grandi dans un projet de logement gouvernemental avec un tas d'autres Okies et Arkies. Ces expériences ont contribué à inspirer sa fascination pour la culture populaire américaine et après avoir souvent écouté des groupes de blues locaux dans la région, Jim a décidé de se lancer également dans la scène musicale. À l'adolescence, Jim est devenu un athlète mesurant environ 1,90 m au lycée. Quarterback de son équipe de football au lycée, il ne ratait jamais une occasion de se déchaîner sur sa guitare et son ampli Sears Silvertone, combo idéal pour un futur rocker de 16 ans. Jim, préférant le surnom Sully parmi ses amis, n'a jamais manqué de créer une connexion au sein des cercles sociaux et a rencontré sa future épouse Barbara au collège. Après avoir terminé l'école ensemble, Barbara et Jim se sont mariés peu de temps avant que Jim ne rejoigne un groupe de rock classique appelé The Survivors, un pilier de la scène musicale de San Diego dirigé par la belle-sœur de Jim, Katy Doran. Jim et Barbara ont eu leur premier fils ensemble, Chris, et quand il avait 7 ans, la famille florissante a déménagé à Los Angeles pour continuer à poursuivre la musique et élargir leur horizon prometteur. Peu de temps après, Barbara a reçu un emploi chez Capitol Records à Hollywood, tandis que Jim consacrait son temps libre à perfectionner ses compétences à la guitare et à nouer des liens dans l'industrie du divertissement. Il a commencé à jouer dans des établissements plus importants de la région comme le Lighthouse et le Lindy Opera House. Le véritable point chaud de Jim était cependant à Malibu, dans un pub rempli de célébrités appelé The Raft, où il a noué des relations avec des artistes comme Farrah Fawcett, Lee Marvin et Harry Dean Stanton. En 1969, les amis de Jim l'ont convaincu d'enregistrer un album et l'ont aidé à réunir les fonds nécessaires pour produire un tel projet. Cet premier album s'est avéré être son premier enregistrement, une entreprise de folk rock intitulée Unidentified Flying Object. Les paroles provenaient des idées spirituelles et mystiques auxquelles Jim croyait et le processus d'enregistrement comprenait 20 autres musiciens qui ont contribué à un son véritablement éthéré en plus de ses racines de musique country. N'étant pas un grand promoteur lui-même, Jim a laissé son label indépendant Money Records faire la publicité de Unidentified Flying Object. Le mot a circulé à travers quelques cercles de musique inconnus et était supposé être un sujet à Nashville, où le manager de Johnny Cash était considéré comme une partie intéressée. Même Barbara, la femme de Jim, a tenté d'utiliser ses contacts chez Capitol Records pour lui trouver un grand producteur comme Nick Vinay des Beach Boys, mais en vain. Malheureusement, l'album n'a jamais pris feu, malgré l'enthousiasme de Jim et de ses amis, et Unidentified Flying Object a été laissé pour une petite réédition chez le label Century City. 2 ans plus tard, Jim a rassemblé des ressources supplémentaires pour sortir un deuxième album, cette fois un projet éponyme appelé Jim Sullivan à travers Playboy Records, totalement indépendant de la marque Playboy. Encore une fois, l'album a eu peu de succès, on pense que c'est le résultat de valeurs de production élevées qui ont masqué les paroles astucieuses écrites par Jim. Au final, après l'échec relatif des 2 projets, Jim et sa femme Barbara ont eu du mal à se remettre sur pied à plein régime et se sont tournés vers l'alcool, où leur mariage a commencé à s'effondrer alors que leur carrière sombrait dans l'obscurité. Des années ont passé avant que Jim ne décide que son séjour à Los Angeles approchait d'une impasse et a décidé de déplacer ses efforts musicaux à Nashville, Tennessee, où résidait sa ancienne coéquipière de groupe et sœur, Katy Doran. Jim a emballé ses affaires dans sa vieille coccinelle Volkswagen et a dit à sa famille d'attendre de voir s'il réussissait avant de le rejoindre.
Il n'a pas hésité et a conduit vers l'est, allant jusqu'à Santa Rosa, Nouveau-Mexique, avant d'être arrêté par la patrouille routière de l'État pour avoir zigzagué sur la route à cause de la fatigue. Avant son voyage, Jim est allé en ville, s'est enregistré au motel La Mesa, a appelé sa femme depuis une cabine téléphonique et a acheté une bouteille de liqueur dans un magasin local pour se reposer. Le destin de Jim Sullivan demeure un mystère, aperçu pour la dernière fois, errant dans le désert du Nouveau-Mexique, loin de toute civilisation, il s'est évanoui dans l'abîme, poussiéreux, sans plus jamais donner signe de vie. Le voyage de Jim Sullivan a débuté en 1968 quand il a déraciné sa famille de la très ensoleillée San Diego, en Californie, pour le cœur de l'industrie du divertissement Los Angeles. Lui, Barbara et Chris sont partis pour s'engager dans le monde du rock'n'roll et il a consacré sa vie à son métier, un véritable amour pour la musique et le mysticisme. De 1968 au début de 1970, la famille Sullivan se fait un nom. Barbara est embauchée chez Capitol Records à Hollywood, tandis que Jim partage ses talents dans le sud de la Californie. Jim se lie avec des stars de cinéma et des musiciens, combinant une gravité naturelle avec des compétences artistiques pures. Il se fait de nombreux amis et joue souvent à guichet fermé au Raft Pub près de Malibu. En 1969, l'album de Jim appelé Unidentified Flying Object est sorti avec un peu de reconnaissance critique, et tout indique que le musicien folk et sa famille sont en route vers la gloire. Cependant, alors que les jours caniculaires de 1970 passaient, le talent lyrique de Jim perdait de son éclat auprès des poids lourds de Los Angeles et il se tournait vers des labels plus petits pour produire un autre album. Malheureusement, la bande sonore expérimentale de Jim ne décolle pas comme prévu, le forçant à retourner jouer dans les clubs sombres où il avait débuté. Suivant les traces de l'échec et perdant l'éclat du succès que Hollywood avait autrefois apporté à la famille Sullivan, Jim et Barbara se tournent vers l'alcool et entre 1972 et 1974, ils voient leur mariage autrefois solide commencer à s'effriter. Dans les derniers mois d'hiver de 1975, Jim décide de nager à contre-courant et déménage à l'est à Nashville, Tennessee, dans l'espoir de relancer sa carrière de musicien dans un haut lieu de la musique folk et country. Jim et Barbara discutent de l'aspect familial de la transition proposée, et ils conviennent qu'elle et leur fils Chris attendront de voir si Jim rencontre le succès avant de le rejoindre dans la réinstallation à travers le pays. Donc, le matin du 4 mars, 1975, Jim emballe ses affaires personnelles dans sa vieille coccinelle Volkswagen et dit au revoir à la ville où il rêvait autrefois de devenir une star. Entre midi et 1 heure plus tard, ce jour-là, Jim quitte physiquement sa famille à Los Angeles, saute sur l'autoroute nationale et se dirige vers l'est, sur la route 66. 15 longues et solitaires heures de conduite passent avant que Jim ne soit arrêté par la police pour avoir involontairement zigzagué sur les routes aux alentours de Santa Rosa, au Nouveau-Mexique, aux petites heures du 5 mars vers 3 ou 4 heures du matin. Après l'arrêt de son véhicule, Jim est conduit au poste de police de Santa Rosa pour un test de sobriété. Il prouve qu'il n'a ni alcool ni substance illicite dans son système et réussit l'examen. Les officiers déterminent que Jim souffre de fatigue après un trajet éprouvant de 900 miles et 3 frontières d'État et recommandent qu'il trouve un logement pour se reposer. Plus tard dans la matinée, Jim s'enregistre au motel La Mesa près de la route 66 à Santa Rosa. Cependant, il ne décharge aucun de ses biens et à un moment donné, il laisse la clé enfermée dans la chambre. Après un certain temps, Jim marche jusqu'au magasin d'alcool le plus proche et achète une bouteille de vodka. On ne sait pas s'il consomme immédiatement l'alcool, mais on le voit ensuite rapidement remonter dans sa Volkswagen et conduire dans la région de Santa Rosa. Dans l'après-midi du 5 mars, Jim se rend en voiture dans un ranch situé à environ 26 miles au sud-est de Santa Rosa, un terrain apparemment possédé et habité par la famille Genetti. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé au ranch Genetti perdu au milieu de nulle part. Cependant, il a été rapporté que Jim s'est rendu sur la route voisine où une vieille femme italienne qui parlait peu anglais l'a rencontré avec quelques ouvriers agricoles. Quand elle lui a demandé s'il avait un problème, Jim a répondu « Non, et vous ?» D'autres rapports mentionnent que Jim a conduit jusqu'à la maison de ranch et a frappé à la porte, à la grande confusion de Madame Genetti. Quoi qu'il se soit exactement passé, Jim laisse son véhicule sur le ranch ce soir du 5 mars 1975 et quitte la propriété en direction du désert sans fin.
c'est la dernière apparition confirmée de Jim Sullivan. Dans les jours qui suivent, le 5 mars, après l'arrêt des communications de Jim, sa disparition est enquêtée par les autorités de Santa Rosa. Ils suivent d'assez dernières ses traces en ville, menant au ranch des Genetti. Ils découvrent sa coccinelle Volkswagen sur le côté, porte verrouillée et moteur éteint. Le contenu inclut les effets personnels de Jim, portefeuille, guitare, vieux équipements musicaux et cassettes audio. Personne sur la propriété ne savait où Jim s'était égaré, seulement qu'il avait été vu s'éloignant du véhicule. Un ouvrier routier qui travaillait près du lieu de disparition ce jour-là, un homme nommé Sammy Chavez, se souvient plus tard avoir vu la Volkswagen garée au milieu d'une route de terre. Il raconte que c'était une vision étrange. Quand il est reparti après son quart de travail, les portes de la voiture, où la police menait des recherches, étaient ouvertes. Le 8 mars, la Volkswagen est remorquée loin du ranch des Genetti et probablement mise en garde à vue. Cependant, le sort de la coccinelle Volkswagen demeure un mystère. Pendant les 2 semaines avant l'enquête, de nombreux responsables de l'application des lois ont fouillé le désert du Nouveau-Mexique près de Santa Rosa, à la recherche de Jim, dont la police d'État, celle de Santa Rosa et plusieurs groupes de volontaires. La famille Sullivan se hâte vers Santa Rosa pour participer aux recherches. Les médias du monde entier écrivent des articles et publient des avis de personnes disparues pour sensibiliser. Cependant, aucune piste ne se concrétise. Environ au même moment où la disparition de Jim Sullivan est enquêtée par la police locale et d'État, le shérif de Santa Rosa prend sa retraite tandis que la famille Genetti déménage à Hawaï. Ni le shérif ni les Genettis ne seraient jamais interviewés ou interrogés après ces événements. À la fin de mars, les enquêteurs découvrent un corps en état de décomposition avancée à 8 miles à l'ouest de Las Cruces, une ville du Nouveau-Mexique à près de 250 miles de Santa Rosa. Le corps en question présente une ressemblance frappante avec Jim malgré l'érosion et on pense initialement qu'il s'agit de son cadavre. Malheureusement, quelques semaines plus tard, un titre de journal local rapporte que le corps n'était effectivement pas celui de Jim Sullivan et qu'aucune autre piste n'était disponible à ce moment-là. 40 ans plus tard, pas un seul indice ou trace menant à Jim n'est trouvé par les enquêteurs professionnels ou les détectives amateurs. En 2010, un producteur de musique nommé Matt Sullivan, sans lien avec Jim, de Light in the Attic Records, a entendu parler de l'énigmatique légende de Jim et s'est mis en quête de réponses. Malgré avoir parlé à des personnes connaissant vaguement Jim de son époque à Los Angeles, il n'a pas réussi à élucider le mystère de sa disparition. Disparition, bien que Matt ait réussi à remasteriser les 2 albums rock'n'roll de Jim, rétablissant Unidentified Flying Object comme un classique culte et une pièce d'art prisée parmi les fans, qui étaient tout aussi mystifiés par la disparition de Jim Sullivan que nous le sommes aujourd'hui. Le cas fascinant de la disparition de Jim a révélé peu d'indices utiles. Il n'y avait pas de caméra de sécurité au motel La Mesa ou de registres officiels de Jim interagissant avec quelqu'un en particulier, que ce soit en ville ou au ranch. Aucune trace de sang, de lettres d'adieu ou d'empreintes de pas. Cependant, les enquêteurs ont découvert un élément suspect peu après le début de leur traque. Une découverte majeure qui était censée être la résolution, un corps en décomposition d'un homme d'âge moyen trouvé abandonné dans le désert du Nouveau-Mexique. Le corps présentait de nombreuses similitudes avec Jim. Le cadavre était celui d'un homme qui semblait avoir une trentaine ou une quarantaine d'années, mesurant environ 1,88 m. Le corps et Jim pesaient tous deux environ 80 kg et arboraient un tatouage sur leur avant-bras droit. Ils arboraient tous deux moustaches et barbe courte et rugueuse. Quand les médias du Nouveau-Mexique ont annoncé cette révélation, journalistes des citoyens étaient persuadés qu'il s'agissait du corps de Jim Sullivan. Malheureusement, leur certitude a été de courte durée lorsque les mêmes médias ont rapporté que le corps était celui de quelqu'un d'autre, ce qui signifie que Jim était probablement toujours perdu quelque part dans le monde. Il y a quelques détails curieux sur ce cas qui ne s'additionnent pas. Tout d'abord, aucune annonce officielle de la police concernant le corps ou son identité n'a jamais été rendue publique. Ainsi, ni les gens de l'époque, ni les gens d'aujourd'hui ne savent exactement de qui était le corps découvert ce printemps-là. Le fait que Jim et le cadavre avaient des morphologies similaires n'a soulevé aucun doute. Mais en prenant en compte que la barbe et le tatouage étaient de la même longueur, et l'emplacement est presque inconcevable,
Cela soulève de nombreuses questions, la plus importante étant de savoir si la famille de Jim a jamais identifié le corps. Les rapports ont révélé que le corps retrouvé n'était pas celui de Sullivan. Mais il n'y a pas d'annonce médicale officielle ou de commentaires des forces de l'ordre sur le sujet. Malheureusement, la médecine légale acide désoxyribonucléique n'était pas en jeu. Retour en 1975 et n'aurait pas été disponible pour identifier correctement le John Doe. Un autre détail difficile à comprendre est le terrain où la police a trouvé le cadavre non identifié. Le corps était dans le désert à l'extérieur de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, la deuxième plus grande ville de l'État située dans la vallée de Mesilla. Mystérieusement, Las Cruces est située près de la frontière sud du Nouveau-Mexique, à presque 250 miles de Santa Rosa. Donc, même s'il y avait une erreur d'identification et que le corps était vraiment celui de Jim, cela signifierait qu'il avait d'une manière ou d'une autre parcouru 250 miles à pied à travers un désert aride dans une direction différente de celle où il avait été vu pour la dernière fois et était mort assez rapidement pour que son corps soit décomposé au-delà d'une reconnaissance facile. Aucun des deux scénarios ne tient la route, faisant du cas du cadavre un véritable dilemme et offrant de nombreuses bases à d'innombrables théories concernant la disparition de Jim. Des nuages de mystère entourent Jim Sullivan depuis cette claire et ensoleillée soirée du 5 mars. Sans témoignage oculaire ou preuve concrète, le nombre de fins potentielles à l'histoire de Jim est vaste, s'il y a vraiment une fin du tout. Cependant, il y en a quelques-uns avec des liens intéressants avec ses amis, sa famille et son histoire éphémère à Santa Rosa impliquant des liens avec la corruption policière, la mafia de Chicago, l'enlèvement surnaturel et même un adieu mis en scène. Tout d'abord, nous devons considérer le rôle des forces de l'ordre local pendant le séjour de Jim à Santa Rosa. Il est possible que Jim ait contrarié les autorités en arrivant dans la petite ville du Nouveau-Mexique, soit par ses paroles, soit en voyant quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il a été confirmé que Jim avait eu au moins un point de contact avec un policier en dehors des limites de la ville lorsqu'il zigzaguait sur la route et a été emmené au poste pour un test d'alcoolémie. La seule information connue concernant ce qui s'est passé à l'intérieur du commissariat, cependant, est là que Jim a passé le test d'alcool et a été relâché. On ne sait pas si Jim a été forcé à l'intérieur ou harcelé pendant son séjour, mais c'est certainement possible. Jim était un homme de grande taille. Malgré sa nature calme et posée, les autorités auraient pu le voir comme un étranger dans la région et le considérer comme une menace. Ou peut-être que Jim, contrarié par toute cette épreuve, a fait une scène lors de l'arrêt de la circulation ou pendant son test. Quoi qu'il en soit, sans savoir ce qui s'est réellement passé avec les officiers, il est impossible d'exclure une situation qui dégénère en chaos. Si Jim s'était fait un ennemi des autorités locales, la police a probablement été appelée quand il s'est rendu au ranch des Ganetti avec une bouteille de vodka. Jim aurait pu être ivre et de mauvaise humeur suite à la précédente rencontre, et le fait de s'introduire sur une propriété privée en tant qu'inconnu aurait pu pousser Madame Ganetti à appeler la police. Quand la police est arrivée et a vu que c'était encore Jim, ils auraient pu prendre les choses en main. Il est possible qu'ils aient laissé Jim partir seul dans le désert et attendu qu'il soit parti pour le récupérer. Il est aussi possible que la police n'ait jamais eu de seconde interaction avec lui. Au lieu de le trouver mort dans le désert après coup et au lieu d'enquêter sur la cause du décès, ils ont déplacé son cadavre hors de Santa Rosa et ignoré la situation. Cela expliquerait pourquoi le cadavre de John Doe ressemble tant à l'apparence de Jim, mais a été découvert à 250 miles de sa dernière apparition. Ces manipulations policières expliqueraient également une autre anomalie particulière et dérangeante récemment trouvée dans l'affaire. National Missing and Unidentified Person System, ou le système national des personnes disparues et non identifiées, est une base de données de toutes les personnes qui ont disparu ou sont mortes sans identité. Il couvre l'ensemble des États-Unis et est un outil brillant pour suivre l'acide désoxyribonucléique, les dossiers de police et les mises à jour en temps réel. Cependant, Jim Sullivan est absent de la base de données NamUs. Bien que ce ne soit pas exactement une grande surprise, étant donné que cette affaire est vieille de 40 ans, cela a motivé John Lorden à examiner l'erreur. Mais la découverte de Lorden est la plus intéressante. Aucun dossier officiel de personnes disparues n'a été déposé au Nouveau-Mexique par la police d'État ou les forces de l'ordre de Santa Rosa. Il n'y a aucune mention de l'affaire dans les archives de la police et aucune documentation départementale concernant une recherche pour Jim Sullivan, que ce soit en 1975 ou autrement.
Maintenant, bien que cela puisse simplement être expliqué par la possibilité que Barbara ou tout autre membre de la famille Sullivan n'ait jamais déposé de véritable rapport de personnes disparues, le fait est qu'à part les articles de journaux, il n'y a aucune communication écrite prouvant qu'une recherche a même existé. Il y a 45 ans, dans une petite communauté ou non, zéro profil de police est plus suspect que coïncident, laissant entendre que les autorités locales ont peut-être eu une part du gâteau dans le crime ou la dissimulation qui a été commis. Sans parler du fait que le shérif local de Santa Rosa a pris sa retraite et a déménagé juste après le début de l'enquête. Une autre théorie se concentre sur la pertinence vague de la famille Ganetti et leur connexion présumée au crime de Chicago et au lien avec la mafia. Quelques citoyens près de la région de Santa Rosa ont affirmé que la famille Ganetti avait une histoire d'activités illicites et opérait sous la direction de personnes puissantes dans une organisation de gangs de Chicago. Maintenant, que ce soit les véritables transactions d'une mafia italienne ou simplement du folklore transformé en hyperbole, est inconnu, mais avec de multiples affirmations que la famille Ganetti était connue pour son mauvais comportement, il n'est pas hors de question qu'ils aient géré l'arrivée de Jim par des moyens illégaux. Si Jim a vraiment enfreint la propriété du ranch de la famille Genetti et manqué de respect à Madame Genetti, il est logique qu'un autre membre de la famille ou l'un de leurs collègues soit venu s'occuper de Jim, qui aurait pu être ivre et insubordonné. S'ils ont effectivement tué Jim et avaient de l'expérience dans ce genre de choses, ils savaient comment se débarrasser d'un corps et ne laisser aucune trace, ou ils ont déposé le corps à Las Cruces et ont soudoyé les autorités compétentes pour influencer l'opinion publique. Il est absurde qu'une famille criminelle dépose un corps dans le même état et la même zone que le meurtre. Donc, si la famille Ganetti était vraiment responsable, ils sont probablement les seuls à connaître l'emplacement exact de Jim et ce qui s'est passé en premier lieu. Il convient de noter qu'aucune de ces affirmations ne peut être confirmée ni démentie avec une preuve observable que Jim a même pris contact avec la famille. Il faut noter que les Ganetti ont quitté le Nouveau-Mexique pour Hawaï au moment où le shérif de Santa Rosa prenait sa retraite, juste quand la chasse à Jim et aux indices s'intensifiait. La dernière théorie découlant des origines homicides est que Jim fuyait en réalité les ennuis suscités à Los Angeles et a été attrapé avant de pouvoir s'échapper. Jim est devenu un mondain à Los Angeles, côtoyant de nombreuses célébrités et musiciens lors de ses prestations dans divers clubs. L'un de ses endroits préférés était le Rado, maintenant appelé The Real Inn, où il jouait avec la crème de la crème. Il se peut qu'à un moment donné, il se soit mêlé au mauvais groupe de personnes au Rado ou dans un endroit similaire, qu'il ait désespérément besoin d'argent et qu'il n'ait pas pu rembourser ses dettes lorsque son stratagème a atteint une impasse. Il a tout emballé, demandé à sa famille de rester sur place et s'est enfui, mais a finalement été rattrapé. Cela expliquerait sa détermination à conduire 15 heures et à dépasser ses limites mentales le premier jour de son voyage. Après son séjour au poste de police, il savait que ses poursuivants le traquaient. Il a donc cherché refuge dans une résidence locale et s'est retrouvé à la ferme Genetti. Le refus d'aide a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après une courte poursuite, ses poursuivants l'ont attrapé. Cela expliquerait également pourquoi Jim a réservé une chambre à l'hôtel mais ne s'est jamais installé, signalant qu'il essayait soit de mettre en scène son adieu, soit de semer ses poursuivants, malheureusement en tombant sur eux de toute façon. La plus grande preuve contre cette théorie est qu'il a été dit au fil des ans par de nombreux associés connus de Jim et de sa famille que Jim évitait le conflit à tout prix et était plutôt doux. Cependant, il faut encore prendre en compte son tournant vers l'alcool et les pièges des rêves brisés. Nous avons contacté le propriétaire actuel de The Real Inn pour voir s'ils avaient des liens avec des employés encore présents à l'époque du pub The Raft et du circuit de jeu de Jim. Le propriétaire, Andy Leonard, nous a informé d'un ancien barman, Ralph O'Hara, dont la connaissance du restaurant remonte aux années 50. Malheureusement, après une enquête plus approfondie, Ralph O'Hara est décédé en 2015, laissant le nombre de témoins de la vie de Jim dans l'impasse en nombre limité. Une hypothèse populaire autour de Jim a conduit à ce que sa musique atteigne le statut de classique culte, en particulier son premier album intitulé Unidentified Flying Object. Les gens croient que Jim a erré dans le désert du Nouveau-Mexique et a rencontré une vie extraterrestre intelligente et qu'il a quitté notre planète avec des êtres surnaturels, que ce soit de son plein gré ou sous l'effet d'un enlèvement. Ces théories du complot attirent de l'attention sur la musique de Jim et l'album Unidentified Flying Object mentionné précédemment, dans lequel il utilise des paroles surréalistes et une conception sonore expérimentale pour construire son style artistique.
La combinaison d'un paysage sonore étrange et d'une écriture de chansons mystiques amène beaucoup à croire que Jim avait une compréhension plus profonde des thèmes et des idées d'un autre monde. Ces points forts convainquent en certains cercles que Jim est parti de son propre chef plutôt que de vivre avec d'autres dans l'univers, plutôt qu'avec le tumulte de l'échec sur Terre. Et bien que la théorie du complot sur l'enlèvement par des extraterrestres soit une légende urbaine souvent utilisée mais chargée de scepticisme, la propre famille de Jim n'écarte pas la possibilité elle-même, disant que cela aurait été un adieu approprié pour Jim et à ses philosophies mystiques. En fait, l'album Unidentified Flying Object de Jim était davantage le fruit d'une inspiration créative que d'un réel contact extraterrestre. La chanson intitulée après l'album est en fait juste une métaphore existentielle, décrivant une figure religieuse d'alien et apparaît plus comme une coïncidence que comme une preuve d'interaction avec des formes de vie intergalactiques. Après avoir analysé toutes les pièces du puzzle de la disparition de Jim Sullivan et de sa vie entourant les événements, il est vraiment presque impossible de parvenir à une conclusion solide sur un événement sans fin déroutant. Aucune théorie ne peut être écartée, avec si peu de témoignages contradictoires de tous les intervenants, mais une séquence rarement discutée se démarque un peu plus que les autres. Nous croyons que Jim avait pleinement l'intention de raviver sa passion pour la musique à Nashville lorsqu'il a quitté Los Angeles, mais lors de son épuisant voyage de 15 heures jusqu'au Nouveau-Mexique, qui s'est terminé par de la fatigue et un conflit externe, il s'est tourné vers la bouteille et, dans une stupeur, est sorti dans le désert avec l'intention de ne jamais revenir. Il est crucial de se rappeler la vie de Jim en 1975. Son mariage était au bord du gouffre, et 2 énormes projets créatifs se sont soldés par des échecs majeurs, n'apportant aucune récompense à la lutte et aux expériences de l'artiste, tout en poursuivant leurs rêves dans la Cité des Anges. Combinant le tumulte général de la culture américaine et l'état du monde à ce moment-là, les angoisses et l'angoisse ont probablement envahi les émotions de Jim alors qu'il luttait contre les voiles de ténèbres qui entouraient sa famille et sa carrière. Jim a donc emballé ses affaires et a entamé un chemin de rédemption. Lorsqu'il ne pouvait plus supporter le long voyage, il a été arrêté par la police et probablement stéréotypé comme un étranger. Un grand homme massif avec une barbe hirsute et une veste en cuir. Après avoir géré l'agacement léger des forces de l'ordre, Jim a acheté de l'alcool, le seul réconfort qu'il connaissait encore. Se sentant accablé par le voyage, il a probablement réfléchi dans sa chambre de motel avant de partir sans préavis. Il a donc enfermé sa clé dans sa chambre, conduit jusqu'à un endroit où sa voiture serait trouvée et la trace se terminerait, expliquant l'approximation du Ranch Genetti. Ivre et désorienté, Jim a probablement trébuché dans le désert, laissant derrière lui la vie et se soumettant à l'inconnu, une ombre indéniable de la nature sauvage désertée. Ce qui est arrivé au corps de Jim restera probablement un mystère, mais en prenant en compte le paysage, tout ce qu'il a laissé derrière lui a été pillé par des animaux sauvages ou enterré par une tierce partie après qu'il a été trouvé poussiéreux dans sa faim. La région autour de Santa Rosa est également connue pour son nombre inhabituel de lacs et de plans d'eau, des terrains potentiels où Jim aurait pu s'égarer et se noyer en état d'ébriété. S'il avait suffisamment avancé à pied, Jim aurait également pu disparaître dans les montagnes environnantes, mourant dans les collines ou vivant de la terre pendant un court moment. Il n'est pas clair si les efforts de recherche au fil des ans ont inclus les innombrables plans d'eau ou régions montagneuses. Et s'ils ne l'ont pas fait, le corps de Jim aurait facilement pu se décomposer. Beaucoup de ceux qui sont proches de Jim affirment qu'il ne serait pas parti de son plein gré et n'aurait pas emporté sa guitare avec lui. Cependant, si Jim était sous influence, son attachement à l'instrument n'aurait peut-être jamais traversé son esprit. Un aspect fascinant de cette conclusion est une déclaration de Bob Ginter, l'ancien producteur de Jim. Ginter a déclaré qu'un jour, lors de leurs aventures rock'n'roll, aux petites heures du matin après une longue nuit, les 2 hommes ont parlé de ce qu'ils feraient s'ils devaient disparaître. Jim a dit qu'il partirait dans le désert pour ne plus jamais revenir. Il est trop facile de balayer cette déclaration comme une coïncidence, mais même s'il s'agissait d'un désir subconscient, Jim avait l'idée de s'enfoncer dans le désert avant de disparaître. Et lorsque l'on prend en compte l'addiction de Jim à la substance, qui a fait ressortir des sentiments subconscients, il est logique qu'il se soit reconnecté à l'idéation passée après avoir bu, se tournant vers la nature sauvage du Nouveau-Mexique lorsque tout était perdu. L'une de ses chansons les plus célèbres de l'album Unidentified Flying Object, intitulée Jérôme, comprenait des paroles que l'artiste espère ne jamais voir se réaliser dans la vie réelle. « C'est mon heure de partir, je veux juste que le vent souffle mes cendres jusqu'à ce qu'elles soient complètement hors de vue. »
Néanmoins, l'histoire de Jim et de la disparition le 5 mars 1975 a intrigué tous ceux qui ont découvert l'énigme, soit à travers sa musique, soit par hasard. D'aucuns pensent même que Jim serait encore vivant. Une femme du nom de Tracy Pierce travaillait dans un foyer d'accueil dans la région de Eugene Springfield, Oregon, il y a environ 30 ans, aidant à s'occuper des patients qui avaient du besoin d'un endroit pour séjourner et de soins pour des lésions cérébrales graves. Elle affirme qu'un de ses patients de l'époque ressemblait étonnamment à Jim. Tracy a également dit qu'il avait été battu et laissé pour mort dans le désert. Il a rampé jusqu'à la route et quelqu'un l'a amené à l'hôpital. Il était paralysé de la taille aux pieds, mais se levait quand même tous les matins pour s'habiller. Je croyais qu'il avait mentionné le Nevada, mais c'était il y a près de 30 ans. C'était quelqu'un de sympa mais discret. Nous avons contacté Tracy pour plus de commentaires, mais n'avons pas encore eu de réponse. Quoi qu'il en soit, alors que nous continuons à chercher des indices dans l'affaire de la disparition de Jim, rappelons-nous aussi son style inégalé en tant que musicien et ses talents uniques, inoubliables dans l'écriture de paroles. Avec les bonnes circonstances et un meilleur système de soutien, beaucoup pensent que Jim aurait pu connaître un beau succès en tant qu'artiste folk et accéder à la célébrité. Ces deux albums ont été remasterisés par The Light in the Attic Records et Matt Sullivan, un producteur qui n'a aucun lien avec Jim, mais qui a publié quelques articles sur lui et son héritage et qui peut être trouvé à de nombreux endroits sur Internet. Écoutez et imaginez Jim comme une âme brillante, un symbole de rêves audacieux et de talents spéciaux. Rappelez-vous son amabilité et son optimisme alors qu'il aidait les auditeurs à s'évader dans des mondes de mélodie et de magie. La créativité et l'imagination perdureront, mais espérons que les mystères de Jim Sullivan, le bandit de grand chemin, seront bientôt résolus. Ceci a été Détective de Cold Case.